Salut à tous et bienvenue sur Campus Channel. Ce live est consacré au programme Grande École de l'IESEG et l'entrée en première année en particulier. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions de manière franche, directe, sans tabou et juger de l'intérêt pour vous de l'IESEG. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à l'IESEG. Céline Verdrière, vous êtes la responsable des admissions en première année à l'IESEG. Bonsoir. Bonsoir. Martha Vasquez, vous êtes la directrice adjointe des relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. On vous laisse, mesdames, 2 minutes pour présenter le programme. C'est le speech. Chut. Céline, c'est à vous. Alors, l'IESEG est une école post-bac. Si je voulais définir l'IESEG, je la définirais en 4 axes. Le premier, c'est un programme vraiment cohérent en 5 ans, qui est vraiment une alternative au modèle prépa existant, avec 3 années d'enseignements généraux sur les fondamentaux de la gestion et de l'économie, et des spécialisations possibles en master. Le deuxième axe, ce serait l'accompagnement fort de nos étudiants à travers une pédagogie vraiment de proximité, avec un accompagnement via Manager in Vivo, par exemple, qui est un des étudiants de master qui encadre des premières années. On a aussi des cours de théâtre, on a du sport, des ateliers de créativité, un suivi psy aussi pour les étudiants en difficulté. Le troisième point, ce serait l'international, qui est vraiment au cœur de notre école. Alors, nous n'avons pas des campus à l'étranger, mais nous avons vraiment l'international dans nos locaux avec des universités partenaires prestigieuses, importantes, 83% du corps professoral à l'étranger. Nous avons plus de 1000 étudiants internationaux sur nos 2 campus. Des cours en anglais dès la première année et tous nos étudiants sont bilingues en sortant de l'IESEG à la fin des 5 ans. Bilingue, quelle promesse! C'est ambitieux, mais c'est assez réaliste et fabuleux. Et enfin, je dirais un suivi carrière au top, nous avons un véritable service carrière qui est là pour aider les jeunes à s'insérer dans le monde du travail. Et grâce aux stages qu'ils vont faire chaque année, aux rencontres entreprises, aux projets qu'ils vont développer avec les entreprises, on a une mise à l'emploi vraiment assez prometteuse, avec plus de 80% des jeunes embauchés en fin de dernière année. Bien, alors on va parler de tout ça. Je précise d'ailleurs, Martha, que Alix, qui est étudiante en 2e année, elle va venir vous remplacer à la moitié, donc on aura la possibilité de parler avec une étudiante à partir de la moitié du live. Vous connaissez les règles du jeu, on passe au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer vos questions pour que l'heure passée ensemble soit un véritable outil de décision pour vous, mais c'est bien vous qui posez les questions, et c'est maintenant. Première question. Alors, 580 places pour les 2 campus ou un seul? Aussi, combien de personnes rentrent en 2e année? Alors, effectivement, pour la rentrée 2015, nous avons 580 places au concours accès. La répartition, elle se fera en gros 60% sur le campus de Lille, 40% sur le campus de Paris. Donc, c'est 580 places qui vont être réparties sur nos 2 campus. Sur les 2. Exactement, oui. Ok, bien. Pour la 2e année, il y a combien de personnes? Il n'y a pas d'entrée en 2e année, donc l'entrée à l'IESEG, c'est première année, 3e année ou master. 3e année, comment on rentre? Admission parallèle, donc c'est un concours sur dossier, donc c'est vraiment un profil type licence éco-gestion. On a des DUT GEA, des DUT Tech Deco. On regarde vraiment, on fait une rétrospective de leurs résultats scolaires, de la terminale jusqu'en Bac+2. Alors on aura sûrement l'occasion de parler des admissions parallèles, c'est vraiment juste pour avoir une idée sur le nombre de personnes qui rentrent. C'est-à-dire en gros, est-ce qu'on y rentre facilement, facilement, moins facilement? Première année, 585 places. 3e année, 50 places. Master, 120 places. Donc, on a beaucoup moins de places à offrir en admission parallèle. Est-ce qu'il y a plus de demandes? Est-ce qu'il y a moins de demandes? C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est est-ce que j'ai plus de chances de rentrer en première année par rapport à la 3e année? Oui, parce qu'il y a un nombre de places important. En 3e année et en master, on a moins de candidats parce qu'on a moins de places, mais on est aussi hyper sélectif puisqu'ils rentrent dans un système qui a démarré déjà en première année, donc ils ont un bagage vraiment très important. En gros, la concurrence, elle est le plus rude de quel côté? C'est pareil à peu près ou est-ce que c'est plus La concurrence est plus rude en admission parallèle à l'IESEG. Voilà, question fondamentale.
Alors, est-ce que c'est une prépa intégrée ou un cycle en 5 ans? Les cours sont-ils comparables à la prépa? Pouvons-nous préparer les concours pour rentrer dans une autre école Alors, en bac plus 3? est-ce qu'on D'accord. parle de prépa intégrée? Non, Non, pas de surtout prépa pas. intégrée. L'IESEG, on est vraiment sur un programme cohérent en 5 ans, avec, comme je le disais tout à l'heure, 3 premières années pour acquérir les fondamentaux dans l'éco, la gestion, il y aura de la compta, des méthodes quantitatives, alors qu'une prépa, on est plus sur des matières encore plus généralistes. Là, on rentre dans le vif du sujet dès la première année. Et Alors, puis, en termes de proportion, juste pour savoir, parce qu'on imagine qu'il y a quand même un certain nombre de cours qui sont des choses un peu larges, macroéconomie, ce genre de choses, qu'on va retrouver en prépa. Est-ce qu'il y a certains cours qui sont quand même un peu similaires à ce qu'on trouve en prépa? Oui, tout à fait. Les cours de mathématiques notamment et les cours de macroéconomie qui sont sur la première et la deuxième année. Mais ça représente quelle proportion en fait? En gros, quelle est la proportion de cours assez théoriques pour avoir les fondamentaux et quelle est la proportion de vraiment cours appliqués? Je dirais que sur la première et la deuxième année, 80% des cours sont des cours fondamentaux et 20% sont des cours sur le développement personnel et des électifs. Ok, bien. Je veux dire, mais vraiment par rapport à la prépa en fait. C'est-à-dire les cours qu'on va retrouver qui vont être similaires à la prépa. on vient de le mentionner, c'est vraiment tout ce qui est micro, macroéconomie, méthode quantitative. Après, ces matières-là, elles vont être utiles pour apprendre la finance, apprendre le marketing, apprendre la négociation, etc. Ce sont vraiment des bases, mais il y a tout de suite une application qui est faite, même au niveau des cours de communication, pour la négociation, pour vendre, etc. En termes de rythme de travail, comparé à la prépa? 25 heures de cours par semaine, autant de travail à la maison, donc on est environ sur 50 heures de cours. Alors justement, je vous interromps parce que la question suivante est sur cette question précisément. Oui, combien y a-t-il d'heures de cours par semaine? 25 heures de cours par semaine, autant de travail à la maison. L'amplitude horaire d'une journée, Alix qui vient d'arriver, elle avait cours jusqu'à 19h, donc il y a des jours où on termine à 19h, on commence à 8h, il y a des jours où on termine plus tôt, ça dépend des semaines. Si on compare ça en fait typiquement à l'année de terminale, globalement, quelle est la différence? Est-ce que ça fait beaucoup plus de travail? Est-ce qu'on est niveau prépa ou est-ce que c'est quand même beaucoup plus cool? Qu'on arrive un peu à se représenter ce que ça représente une première année à l'IESEG? Vas-y. Les étudiants au départ rament un peu, pour vous dire vrai. On en a pas mal qui, notamment en mathématiques et en économétrie, n'arrivent pas tout de suite à avoir le niveau dès le premier semestre de la première année. On a ce qu'on appelle des responsables pédagogiques qui vont suivre ces étudiants et aussi des cours en plus pour les aider à rattraper le niveau lorsqu'ils n'arrivent pas à suivre. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui en première année arrivent et nous disent « Madame, on a vraiment beaucoup de travail, c'est pas évident ». Mais on y arrive quand même, je veux dire, rassurez-nous. Bien sûr. Ce qui change par rapport à la prépa, c'est qu'on est obligé à l'IESEG de travailler en groupe. Il y a beaucoup de travail perso, puisque quand on arrive à un cours, tout à fait, quand on arrive en cours, le prof a demandé au préalable d'avoir lu certains chapitres en théorie, etc., puisque on essaie de développer un peu d'innovation pédagogique à l'IESEG. On a ce qu'on appelle un logiciel qui s'appelle Moodle, sur lequel les profs vont mettre les cours, vont échanger avec les étudiants sous forme de chat, en disant tiens, pour la fois prochaine, il faut que tu me lises tel chapitre, que tu ailles en ligne voir telles infos. Ça marche vraiment, ça? Ça marche super bien. À 18 ans, on n'a pas forcément la maturité pour aller... Enfin, moi, personnellement, à 18 ans, je ne fichais rien du tout et j'allais surtout pas travailler avant un cours. Je me pointais comme ça. Mais c'est un peu comme une espèce de petite communauté. Quand on arrive à l'IESEG, quand on arrive en cours, déjà, l'idée d'un jeune qui va chatter avec son prof, c'est quelque chose qu'il ne fait pas au lycée. Donc, il y a déjà cette dynamique un peu intéressante et cette curiosité qu'il a de dire « Attends, je vais pouvoir parler avec mon prof et lui poser des questions sur son cours et il va me répondre et il va me donner des conseils. » Je ne suis pas sûre qu'on ait ce système-là en classe prépa. Concours accès, vraiment accessible post-bac, ou faut-il mieux faire une prépa pour le préparer? Alors, question sacro-sainte, est-ce que je fais une prépa pour préparer le concours ou pas? Pas nécessairement. On ne recommande pas les préparations parce que elles sont très chères. 2, ils n'ont pas les barèmes de correction. Les jeunes font des concours blancs sur un barème qui n'est pas le bon. Donc ils sont soit surboostés quand on leur dit t'as ton concours blanc ou soit démotivés quand on leur dit t'as pas ton concours blanc. Et 3, moi j'ai pas le temps de faire des audits de qualité dans ces centres pour vérifier les conseils méthodologiques. Donc le maître mot, c'est le cahier d'entraînement au concours. J'en ai pris un là, mais je l'ai pas avec moi. Il y a un cahier d'entraînement. Il y a un cahier d'entraînement qu'on distribue gratuitement aux journées portes ouvertes. On peut télécharger sur le site du concours accès les annales des années précédentes. Et c'est l'entraînement régulier sur les annales qui va vraiment aider le candidat à réussir.
Ouais. Ceux qui Le conseil que vous donneriez, je veux dire, en termes de masse de préparation, en fait, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance? Dès maintenant. Dès maintenant? Dès maintenant. Après, il y en a qui s'y prennent 2-3 mois avant, d'autres qui s'y prennent 6 mois avant. Ça dépend de la personnalité de l'étudiant qui va se préparer. Maintenant, j'interdis pas aux jeunes de faire une préparation dans un centre. C'est une question de personnalité. Quand on est débrouillard et qu'on est autonome, on peut bosser chez soi, les annales, il n'y a pas de problème, on peut réussir sans problème le concours. Quelqu'un qui a besoin d'être encadré, boosté, parce que d'être en équipe, ça va l'aider, ça peut l'aider de faire une préparation dans un centre. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus d'ailleurs ou pas? Est-ce que vous avez des proportions d'étudiants? Ouais. Vous savez? Oui. Chaque année, tous ceux qui rentrent en première année, par exemple ceux qui sont rentrés en septembre, là, je les sonde. Je leur dis, voilà, vous êtes rentrés, félicitations, ils étaient 570 cette année. Alors, comment avez-vous fait pour préparer le concours? 50% me disent, j'ai fait que les annales à la maison, j'ai pas fait de préparation. Et 50% m'a dit, j'ai fait les annales, mais j'ai aussi fait une préparation avec une liste non exhaustive des préparations qu'ils ont faites. Et je leur ai dit à ceux-là, est-ce que ça vous a aidé ou pas? Il y en a 1 sur 2 qui me dit oui, ça m'a aidé, j'ai eu des bons conseils. Et l'autre qui me dit, bah non, finalement, ce que j'ai fait à la maison, ça m'a suffi. Donc, ok, donc si vous n'êtes vraiment pas débrouillard et vous êtes vraiment à avoir besoin de motivation, ça peut peut-être aider, mais globalement... Ça peut peut-être aider, mais ça ne peut venir qu'en complément d'un travail régulier personnel à la maison. Ça ne pourra jamais remplacer l'entraînement à la maison. Vous constatez quelle moyenne au bac ES pour les admis? Alors, la question du niveau. Globalement, on arrive à peu près à voir, je veux dire, j'ai 12 au bac, ça passe pas? Je vais vous donner concrètement les chiffres 2014. Sur les 570 entrants, on a 50% de bac S, 50% de bac ES, globalement, alors 51-49, et quelques STG, puisque les STG réussissent de plus en plus le concours et s'intègrent de mieux en mieux dans nos filières. C'est bon signe ça ou pas? Ah bah oui, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe. Et on les encourage à passer le concours. Et on a un jeune qui a fait un bac STG, qui a été diplômé l'année dernière et qui était major de promo. Donc, comme bien, quoi, alors, ça peut 50-50 globalement. 50-50. Avoir 12 en terminale en bac ES, est-ce que ça va l'aider à avoir le concours? Je ne sais pas. Je peux juste vous dire que cette année, il y avait 18% de mentions très bien au bac. Pour les jeunes qui sont rentrés chez nous en première année, il y avait à peu près 35% de mentions bien, le reste en assez bien et 10% de mentions passables environ. 10% de mentions passables, donc techniquement, en fait, je veux dire, avec un 11, c'est quand même possible de l'avoir. Ok, je veux dire, S et ES, donc c'est tout mélangé. Oui, tout à fait. Ok, est-ce que, pour le coup, je sais pas, est-ce que le fait d'être très fort en maths, etc., peut avoir une influence? Oui, non, je veux dire, est-ce qu'il y a certaines matières qui sont plus puissantes que d'autres? Je veux dire, les coefficients du concours en maths et en logique sont quand même assez forts. Oui, coef 8 pour les maths, coef 6 pour la synthèse, 3 pour l'ouverture culturelle et 3 pour l'anglais. Donc le fait d'être fort en maths, ça aide quand même, quoi. Chaque candidat arrive avec ses forces et ses faiblesses. Le jeune qui vient d'un bac S, il est fort en maths. Le jeune qui vient d'un bac ES, il est fort en synthèse et en anglais. On en reparlera, on reparlera des coefficients de manière générale. Comment choisit-on le campus? On peut changer en 3e année. Je suis lilloise, j'aimerais faire Lille en premier temps. Est-il possible de changer pour Paris en 3e année? Alors à partir du moment où les étudiants choisissent un campus, ils doivent absolument rester sur le même campus, mis à part s'il y a un problème familial ou ok, donc sauf cas de force majeure. En cas de force majeure, exactement. Mais je veux dire, une fois qu'on a choisi son campus, on a choisi son campus. Tout à fait. Et pour 5 ans? Oui. Et oui, pas du tout de possibilité de passerelle pour pouvoir bouger, vouloir faire un semestre à Paris ou un semestre, c'est pas possible. Ok, non, bien. Il peut partir en échange universitaire, il peut partir à l'étranger, il va partir en stage, mais pour faire ses études, il restera sur le campus de Lille si c'est son choix. Comment se fait le choix? Est-ce que tout le monde a le choix qu'il veut ou pas? Dieu merci, oui. Puisque il y a entre guillemets un garde-fou qui est le rang final au concours. Donc les 570 qui sont rentrés, ils ont les 99% ont eu le campus de leur choix. Il n'y a que les derniers de la liste complémentaire. Ça représente une quinzaine de personnes qui n'a pas eu le campus de son choix. Bien, très bien. Donc c'est le choix. En fait, on le fait généralement. On le fait sur quels critères d'ailleurs? On le fait sur critères géographiques. On le fait sur est-ce qu'il y a une différence entre les campus? Est-ce que c'est les mêmes cours des deux côtés? C'est exactement les mêmes cours, le même programme. On a des professeurs qui enseignent sur les deux campus. On a des professeurs permanents aussi qui sont que sur un seul campus. Mais le programme est exactement le même. Programme exactement le même? Oui. Même prof des deux côtés d'ailleurs? On peut avoir certains profs qui vont... Certains profs font la navette. La navette, oui. Ok, est-ce qu'il y a une différence d'ambiance? Je sais pas, qu'est-ce qu'on vous dit en fait? C'est quoi les retours? Typiquement, je veux dire, alors moi je suis sur le campus de Lille, Martha est sur le campus de Paris. Mais ça tombe très bien, mesdames, on va pouvoir comparer, bien.
Non mais sérieusement, je veux dire, il y a quand même... Est-ce que c'est une entité IESEG et c'est des deux côtés pareil, il y a une espèce d'esprit commun, ou est-ce qu'on voit quand même des différences dans les étudiants je sais pas, vous avez quand même le recul de ça, vous arrivez à... Je pense qu'il y a un esprit commun, mais Oui. qu'il y a aussi une ambiance locale. Mm. À Lille, vous connaissez la réputation de la ville de Lille, ville très chaleureuse, on est dans un quartier verdoyant, très étudiant. Donc il y a une ambiance à Lille qui est... que je trouve assez fabuleuse. Moi-même, je suis arrivée à Lille pour mes études, je ne suis jamais repartie. Je ne connais pas trop bien l'ambiance de Paris. Sur Comment le ça se passe à campus Paris parisien, on est sur la Défense, donc on a un bâtiment qui est au niveau de la Grande Arche et un autre sur l'axe gauche de la Grande Arche. Il y a une bonne ambiance au niveau des étudiants, on a exactement les mêmes associations que sur le campus lillois. Alors après, c'est sûr que ce n'est pas un campus un peu, je dirais, à l'américaine, comme on aurait plutôt sur Lille, où les étudiants restent vraiment longtemps, où c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur Paris, c'est beaucoup d'étudiants parisiens et d'étudiants internationaux. Et, Ok, on n'a pas les terrains de foot à la Grande Arche, voilà, rassurez-nous. tout à fait. Non, Ok. on n'a pas. Non. Contrairement à Lille, où on a effectivement la bibliothèque de l'Université catholique de Lille et tout le complexe sportif. Alors justement, on pourrait penser en fait qu'il y a des différences d'ambiance. Moi je me dis, je sais pas, Lille, un côté plus étudiant, à Paris, je veux dire à la Grande Arche, voilà, un truc un peu plus corporate, avec des cravates, etc. Oui, non, est-ce qu'on sent une différence entre ceux qui sortent de Lille et ceux qui sortent de Paris, ou est-ce que c'est vraiment... Non, en fait, les Parisiens, ils ont leurs amis sur Paris, ils ont leur famille, donc ils sont pas coupés du monde, ils sont pas coupés du monde étudiant non plus. Et je pense que c'est peut-être deux styles de vie un peu différents, puisqu'à Paris, ils rentrent le soir chez eux. À Lille, ils restent dans les résidences étudiantes parce qu'ils n'habitent pas à côté. Question suivante. Bonjour, comment passe-t-on du cycle bachelor au cycle master? Doit-on passer par un concours? Alors, pour passer du niveau, lorsqu'on intègre l'IESEG en première année, on s'inscrit pour 5 ans. Donc on doit valider chaque année. Ouais. On n'a pas un diplôme bachelor au bout de 3 ans. Non. Ok. Non. Donc c'est en 5 ans. C'est en 5 ans, c'est un master en management, au bout des 5 ans. Donc pour passer en master, donc ce qui signifierait notre 4e année, les étudiants doivent valider chaque année la première année et avoir une moyenne de 11 générale et ne pas avoir de notes en dessous de 8. Donc 8 Sur 20. éliminatoires. 8 éliminatoires. Si on a juste une matière à 8, on passe quand même et on a un rattrapage à faire derrière, ou comment ça se passe? Alors sur Ou est-ce que c'est bloqué carrément? Sur la matière à 8, une seule, c'est la décision du jury finale de l'année dans laquelle l'étudiant est. Mais je veux dire, ça arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui redoublent comme ça, ou est-ce que c'est... Ça arrive, oui. Ouais. Avec les corps redoublants. Ok, bien. Mais je veux dire, a priori, il n'y a pas de différence entre la 3e et la 4e année par rapport aux autres. Je veux dire, il n'y a pas un espèce de jump. Je veux dire, c'est continu en fait. C'est continu, tout à fait. On passe à la question experte. Question experte que voici. Vous êtes clairement monté dans les classements et on vous félicite. Question donc, qu'est-ce que ça cache? Vos étudiants, vos professeurs, vos partenariats ne sont quand même pas devenus meilleurs en si peu de temps. Où est l'anguille sous roche? Alors, je dirais que ces dernières années, l'IESEG s'est beaucoup développé parce que il y a une stratégie qui a été mise en place il y a 15 ans, en l'an 2000, qui était d'enseigner en anglais. On était dans les premiers à avoir un programme complètement en anglais. Et cela a permis de recruter aussi énormément de professeurs à l'international et des professeurs de qualité. Aujourd'hui, nous avons entre 82 et 83% de nos professeurs permanents qui ne sont pas français, avec 37 nationalités représentées. Pourquoi ils sont meilleurs, les étudiants, les professeurs étrangers ou... Non, mais au niveau de la diversité dans l'enseignement, ça nous permet vraiment d'acquérir une excellence académique et aussi d'être plus ouvert sur le monde et au niveau de la recherche aussi. Le prix Nobel d'économie cette année, il est français. Vive les professeurs français, non? Ah bah oui, mais c'est pour ça que nous en avons entre 17 et 18% qui sont français aussi. D'accord, ok. Enfin, ça répond pas à la question des classements, ça pour le coup. C'est pas parce que les professeurs, tout d'un coup... Alors, ça c'était un premier point, oui. Un premier point. Alors, ensuite, l'école s'est aussi développée au niveau du campus, puisque avant 2008, nous avions un campus sur l'île. Aujourd'hui, nous avons 2 campus. Donc au niveau des étudiants, on a beaucoup plus de diversité. On accueille 30% de nos étudiants qui sont des étudiants à l'international aussi. Ok, mais ça aussi, ça vous fait monter dans les classements ou c'est comment que ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a un certain nombre de critères dans les classements, etc., qui font monter ou baisser? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes particulièrement attentif?
Vous savez, selon entre un classement l'Express, Figaro, Le Point, etc., les critères ne sont pas forcément les mêmes. Les chiffres ne sont pas exploités de la même manière. Donc on peut être leader dans un domaine et puis dans un autre classement, ne pas être positionné de la même manière. Je pense que ce qui fait la force de l'IESEG, et moi je suis arrivée il y a 8 ans, on était dans le classement l'étudiant 14e. Et aujourd'hui on est, alors c'est des classements multicritères, mais on est dans le top 10 des meilleures écoles. Et je pense que le positionnement de l'IESEG est clairement affiché. Et c'est ce qui vraiment attire les jeunes qui cherchent une alternative au modèle prépa, puisque tous les jeunes qui sont pris à l'IESEG, ils sont pris en classe prépa, mais ils font le choix de venir chez nous. Okay. Et je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et on a la chance d'avoir un directeur général qui est vraiment très à l'écoute de nos idées, de nos projets, et on est tous fédérateurs de l'avancement de l'école. Et je pense que c'est peut-être la clé, l'une des clés de notre succès. L'une des clés de notre succès. Question suivante. Quand se fait le choix de faire la scolarité en anglais en français, est-il possible de changer en cours de route? J'aimerais pouvoir commencer en français, continuer sur l'anglais en deuxième année. Est-ce possible? Alors, à l'IESEG, on a, dans notre parcours en 5 ans, les 3 dernières années sont enseignées tout en anglais. Donc, à partir de la 3e année, c'est anglais pour tous? Tout en anglais, voilà. Depuis 4 ans, on a mis la filière anglophone de la 1re à la 5e année. On a un groupe de 120 à Lille, un groupe de 120 à Paris. Et le jeune peut décider, quand il va rentrer en première année après le concours accès, il va me dire, voilà, je veux faire mes études à Lille, à Paris, en français ou en anglais. C'est comme ça que va se faire. Est-ce qu'il y a un niveau à avoir pour le coup, pour le faire en anglais ou pas? Je veux dire, est-ce que vous êtes regardant sur le niveau ou est-ce que quiconque a envie de le faire peut le faire? Je vais regarder les résultats que le jeune a eu à l'épreuve écrite d'anglais et l'épreuve orale d'anglais au concours accès. Si je vois que le niveau est trop juste, je demande un complément sur les bulletins de terminale parce que l'objectif c'est vraiment qu'il réussisse. Évidemment, l'idée c'est pas de le planter ou quoi que ce soit. Donc là pour le coup, si jamais vous diriez fais une première année en français, booste ton anglais et ensuite en deuxième année tu peux passer en anglais. Alors on passe pas en deuxième année en anglais, on passera en 3e année. Donc il fera le cursus traditionnel, c'est les 2 premières années en français et les 3 dernières années en anglais. Sachant qu'en deuxième année, il y a déjà quelques cours qui sont enseignés en anglais. 50% des cours de deuxième année sont enseignés en anglais. Donc déjà, en fait, donc c'est progressif. En fait, petit à petit, je veux dire, on n'est pas jeté dans le bain tout d'un coup en 3e année. C'est la grande horreur. Tout d'un coup, tout est en anglais. On ne sait plus. Ok, bien. Est-ce que chaque année vous en refusez des en anglais, je veux dire des cohortes entières, ou est-ce que globalement ça se fait? On est obligé de refuser puisqu'on a 120 places à Lille et 120 places à Paris. Donc on refuse. Oui. Ok, donc il y a quand même une sélection qui s'opère. Je veux dire, on n'est pas garanti de l'avoir. Bonjour, je suis parent d'élèves. J'aimerais vous poser une question. Il paraît que l'IESEG encadre très bien les élèves. Est-ce vrai? Pouvez-vous m'en dire plus? Alors, oui, c'est vrai parce que je parlais tout à l'heure des responsables pédagogiques qui suivent les étudiants en première et deuxième année lorsqu'ils ont des difficultés. Donc, on a des personnes qui sont des professeurs qui suivent ces étudiants et qui ont des entretiens réguliers avec eux et qui les aident via aussi des cours individuels. Des cours individuels? Enfin, des cours supplémentaires, comment on appelle ça? Des cours de soutien. Des cours de soutien, donc c'est des cours de tutorat, c'est du tutorat, c'est de quoi on parle? Par exemple, en mathématiques, lorsqu'ils ont des problèmes pour obtenir le niveau en mathématiques, ils vont avoir des cours de soutien pour les aider à faire face à leurs difficultés. Ok, bien. Alors ça, c'est un encadrement, pour le coup, j'allais dire, plus ou moins académique. Académique. Okay. Alors ensuite, il y a aussi sur la partie internationale, donc pour les départs à l'étranger, une équipe de 11 personnes qui, lorsque les étudiants sont sélectionnés pour partir, les aident au niveau des démarches administratives, que ce soit pour les visas, pour les cours, pour les logements sur place. Donc tout ça, ils sont aussi suivis. Pour ce qui est des étudiants internationaux, pareil, on a des semaines d'orientation pour aider les étudiants internationaux à trouver un logement sur les 2 campus. On garantit 100% des logements sur les 2 campus. On les aide à obtenir, par exemple, l'APL, tout ce qui est sécurité sociale. Et on a aussi la partie relations entreprises, donc nos collègues qui aident les étudiants pour rédiger leur CV, leur lettre de motivation et aussi dans leur recherche de stage et qui font venir régulièrement des entreprises à l'IESEG. Souvent, en fait, je me permets de vous interrompre parce que souvent, on a de la part, enfin, on se dit pour les écoles post-bac, on a cette espèce de vision d'école qui chouchoute les étudiants, qui en gros les prend par la main dès la première année parce qu'ils ne sont pas encore complètement matures. Est-ce que comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est vraiment ça, comme on prépa, ou vraiment ils sont très encadrés, ou il faut vraiment rendre les devoirs à l'heure, etc. et on est vraiment super bien, on est dans une boîte, ou est-ce qu'on leur laisse quand même une certaine liberté
étant étudiant et de vraiment... C'est quoi la flexibilité possible? Ils ont quand même une certaine liberté, on n'est pas... Vous les fliquez pas, quoi. On n'est pas dans le flicage. Oui. L'accompagnement, il passe aussi par un programme qui s'appelle Manager in Vivo, où tous les étudiants de master accompagnent les jeunes de première année, justement, dans leur première année. Et ils vont les aider à prendre leurs décisions dans leur projet de partir en échange universitaire, de stage, Ça prend quelle etc. forme, en fait? Je veux dire, typiquement, c'est l'encadrement d'un master qui encadre la première année Donc, le master est coaché par un professionnel qui va le coacher en communication, en développement personnel. Ils sont aussi sensibilisés à l'alcool, etc. Et ces jeunes-là... Sensibilisés à l'alcool, c'est-à-dire? On leur dit il faut pas boire ou c'est quoi? On essaye de faire attention et de diffuser un message de responsabilité. Exactement, un message de responsabilité, puisqu'ils sont jeunes. Oui. Genre, on a quand même le droit. Il y a un petit bar sur le campus ou pas? Oui, non? Alcool interdit sur le campus. Alcool interdit sur le campus. Exactement, oui. Ok, bon. Et les étudiants, comme tous les étudiants, organisent des soirées étudiantes. À l'extérieur du campus. À l'extérieur du campus, et bien entendu, on leur dit de faire attention avec l'alcool parce que ça peut dégénérer. Donc, je veux dire, sur le campus, ok, bien. Pourquoi les coefficients favorisent autant les maths et la logique, contrairement à l'ESDS, qui met plus l'accent sur l'ouverture culturelle? Ça a été, au niveau du concours accès, une décision collégiale qu'on a prise nous au sein de l'IESEG de mettre un coefficient fort en maths. Voilà, c'est l'ADN de l'IESEG, passe par là. Les méthodes quantitatives sont importantes à l'IESEG les 2 premières années. On a voulu garder cet accent fort au sein du concours avec un coefficient 8 en maths. Ensuite, on a une logique, on a une synthèse à 6, une ouverture culturelle à 3 et un anglais à 3. Voilà, c'est un choix que nous avons fait. Ok, donc vous assumez ce choix-là. Complètement. Est-ce que du fait, vous ne vous coupez pas des L littéraires? On a très peu de bac L, effectivement, qui se censurent parce qu'ils se disent « Ouh là là, coefficient de 8 en mathématiques, ça va être difficile ». Est-ce que ça va pas être difficile, justement? Ils s'autocensurent, alors ils ont tout à fait le droit de passer le concours. Et, non, mais est-ce qu'ils ont une chance? Oui, puisque les L, ils sont peut-être pas très forts moins forts en maths, mais ils ont une capacité de synthétiser qui est en général le plus aboutie. Ils ont souvent un très bon niveau d'anglais et une bonne culture générale, donc ils peuvent tout à fait réussir, ils pourraient tout à fait réussir le concours. Mais je veux dire, en termes de maths, je veux dire, on est sur le programme de, L. Je veux dire, c'est compliqué pour eux, je veux dire, même s'ils ont un peu quelques maths renforcées dans un coin. Un bac L spé maths peut tout à fait réussir le concours. Ouais. Ok, mesdames, on arrive à la moitié du live. Martha, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, une dernière chose qu'on doit absolument savoir avant que Alix vienne vous remplacer? Moi, comme je suis dans le département des relations internationales, je dirais que l'IESEG est vraiment ouverte à l'international de par son corps professoral. Ses étudiants, le personnel de l'administration, tout le monde parle anglais. On a chacun des cours individuels en anglais qui sont... Y compris des cours, y compris pour l'administration. Pour l'administration, voilà. Donc, je suis très fière de faire partie de l'IESEG. Voilà. Très très bien, on vous remercie. On vous laisse prendre la prochaine question, Céline, et Alix vient vous remplacer, Martha. Merci à vous. Merci. Alors, si je rate le concours et que je veux rentrer en 2e année, quel est le parcours que vous me conseillez de faire? Alors, pas 2e année, entrée parallèle en 3e année. Il n'y a pas d'entrée en 2e année, donc si on rate le concours, idéalement, le jeune peut faire un DUT GEA, un DUT Tech Deco, ou bien une licence éco-gestion, qui est en général le profil le plus adapté. Licence éco-gestion. Oui. Globalement, les admissions parallèles, c'est quel genre de profil qui viennent? C'est licence éco-gestion, DUT GEA, DUT TC. On a des licences MAS aussi, mathématiques appliquées aux sciences sociales. Voilà. Ils ont quel genre de notes? On arrive un peu à se représenter en fait quel genre d'étudiant arrive en licence éco-gestion. Est-ce que c'est forcément, il faut être dans les 3 premiers? Il ne faut pas forcément être dans les 3 premiers, mais il faut avoir une bonne moyenne générale. On est vraiment sur dossier là, donc du coup... Alors justement, ça veut dire quoi une bonne moyenne générale? Il faut au-dessus de 13. Au-dessus de 13? Oui. Ok, et à partir de là, en fait, je veux dire, c'est quoi les critères de sélection globalement? On va demander aux jeunes des lettres de recommandation de professeurs, donc il y a ça qui rentre en compte. Il y a tout son parcours, les matières qu'il a suivies, voir s'il y a une cohérence entre ce qu'il a fait et ce que nous on lui propose, et voir s'il a les bons bagages. Ensuite, si son dossier est retenu, viendra passer 2 épreuves orales, un oral d'anglais, puisque tous les cours sont en anglais en 3e année et master, et un entretien de motivation, justement pour déceler un peu qui est le jeune, pourquoi il veut venir nous rejoindre, il veut changer son parcours et ça nous intéresse de comprendre pourquoi. Oral d'anglais, comment ça se passe, globalement? Première année, article de presse sur l'actualité. Je parle vraiment pour la 3e année, pour le entrée. 3e année, c'est un document iconographique. Donc, ça peut être une pub, un graphe, une photo,
Donc booster le vocabulaire de la description autant que vous pouvez. Voilà, bonne première partie de description, c'est très important, et après, ça va dévier. C'est interaction avec le jury, voilà, vous essayez globalement de... L'objectif, c'est de parler en anglais. Pour la motivation, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ou est-ce qu'on est sur un entretien assez classique, etc. Est-ce qu'il faut avoir une idée précise de ce qu'on a envie de faire? Oui, non Alors, en général, ceux qui sont en 3e année et qui postulent en master, ils ont déjà un peu une idée de ce qu'ils veulent faire, contrairement aux premières années qui ne savent pas vraiment où aller. Il n'y a pas de réponse type. Le conseil que je donne, c'est soyez vous-même et venez avec votre motivation et surtout vous-même, avec vos défauts et vos qualités. Justement, le grand défaut à ne pas avoir. La dernière fois où vous, Céline, vous avez vu un étudiant, vous êtes dit non, mon Dieu, celui-là, on ne peut pas le prendre. Je dirais quelqu'un qui n'a pas de motivation. Oui, vous en avez vraiment? Enfin, je sais pas, on s'amuse à passer comme ça, à déposer un dossier et tout. Mais la motivation, elle passe elle passe dans plusieurs choses. Quelqu'un qui est motivé de manière générale dans la vie, qui aime la vie, ça va se sentir tout de suite. On ne lui demande pas d'aimer l'IESEG alors qu'il ne connaît pas encore l'IESEG. Mais par contre, d'avoir un certain dynamisme... On lui demande de bouger, quoi, juste de ne pas être assis sur ses mains. Ça suffit, ça, pour entrer? On ne va pas lui demander un pas de danse non plus pendant les oraux, mais je pense qu'il y a quand même un certain dynamisme à avoir. En tout cas, que moi, je recherche. Alix, question suivante qu'on te laisse prendre. Pour le stage ouvrier, on fait vraiment ce qu'on veut. On peut aller faire du youfing en Australie, par exemple. Typiquement. Stage ouvrier. Alors déjà, parlons de stage ouvrier, de quoi on parle? Alors, stage ouvrier, c'est le stage qu'on effectue à la fin de la première année, qui dure 1 mois minimum. Et voilà, donc qui dure 1 mois minimum. Et sachant qu'à l'IESEG, on doit faire 4 mois de stage à l'international. Donc pour se familiariser... En tout, sur la scolarité, en tout? Sur les 5 ans. D'accord. Donc pour se familiariser avec les cultures étrangères et travailler dans des pays différents. Donc voilà, donc le stage ouvrier s'effectue à la fin de la première année de la l'IESEG et il peut se faire où on veut. Bien sûr... Alors toi, pour le coup, toi, tu es en 2e année, donc oui, tu l'as fait. Effectivement. Qu'est-ce que tu as fait? Alors je suis allée à Dublin et pendant 2 mois et j'ai été serveuse dans un restaurant. Donc voilà, j'ai pu approcher l'univers de la restauration et avoir des horaires fixes, des horaires difficiles ou très physiques. Donc c'était un travail assez pénible et physique puisque c'était un stage ouvrier où il faut courir partout, il faut répondre aux demandes des clients. Donc c'est pas un stage qu'on aura l'habitude de faire plus tard. C'est quoi le but d'ailleurs? Enfin, j'ai envie de vous demander, Céline, c'est pourquoi est-ce qu'on a un stage ouvrier? C'est quoi le but de ça? En gros, c'est vraiment découvrir le monde de l'entreprise à sa base. Donc ça peut être un travail de manutention, ça peut être servir dans un restaurant, ça peut être plein de choses. Mais pour devenir un bon manager, il faut passer par toutes les différentes, tous les différents stades d'une entreprise. À l'étranger? En France ou à l'étranger, puisqu'à l'IESEG, il y aura 4 mois de stage obligatoires à l'étranger. Donc l'étudiant qui a vocation à travailler à l'international, il peut faire tous ses stages à l'étranger. Ou alors faire comme Alix qui a fait 2 mois en première année. Alix, il reste encore 2 mois à faire, donc elle peut décider de faire 2 mois en 2e année ou de dire je fais 2 mois en 2e année, puis je fais mon stage de 3e année aussi. Mais il y aura 4 mois à valider dans tous les cas. Okay, de toute façon, si on a envie d'aller faire la 3e année ensuite en anglais, c'est pas si on a envie, c'est de toute façon on va le faire, donc on est obligé d'y passer. On a quand même intérêt, pour ceux qui ne sont pas trop forts en anglais, à aller faire ça à l'étranger, histoire de s'immerger bien correctement pendant 1 mois ou 2. Et ça m'a beaucoup aidé, effectivement. Question suivante. Quelles sont les spécialisations que vous proposez en master? Nous avons aujourd'hui 9 spécialisations. Donc, on a marketing, finance, audit, contrôle. Je ne les ai pas tous en tête. On a management des systèmes d'information. Nous avons ouvert cette année une filière innovation et entrepreneuriat, puisqu'on a de plus en plus d'étudiants qui veulent monter leur entreprise. Et on avait cette demande-là de nos étudiants d'avoir ce genre de spécialisation. Donc, on l'a ouverte cette année et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien? Oui. On vient à l'IESEG pour faire de l'entrepreneuriat? Pas forcément en première année, puisqu'en première année, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, en avançant, on a de plus en plus d'étudiants qui arrivent en master et ont déjà des idées bien établies, avec une vision à moyen terme qui peut bien fonctionner. Donc, ça peut aider. Alors, on va en parler dans un instant, juste pour rester sur les spécialisations. On trouve les mêmes spécialisations des deux côtés, à Lille et à Paris, ou est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Globalement, on trouve les spécialisations sur les 2 campus dans le programme Grande École, oui, tout à fait. Donc c'est avec les mêmes cours des 2 côtés, etc. Oui. Donc on retrouve exactement la même chose. Oui. Est-ce qu'il y a une sélection qui s'opère pour les spécialisations? Non, en fait, c'est le jeune en 3e année, il va commencer à suivre des électives dans toutes les spécialisations et c'est ce qui va l'aider à déterminer son choix en master.
Après, en master, on peut décider de se spécialiser ou de rester généraliste. L'IESEG est une école de management généraliste. Mais alors généraliste, c'est l'école qui est généraliste ou c'est le parcours qui est généraliste? L'école est généraliste. On ne forme pas à la finance, on n'est pas une école de finance, on n'est pas une école de maths, on n'est pas une école de compta, on est une école de management généraliste. Par contre, le jeune qui veut aller en master, il a plusieurs options. Soit il décide de se spécialiser vraiment dans une branche, soit il décide de dire tiens, je veux vraiment m'orienter marketing, mais je veux faire de la finance, je veux faire de l'audit, et du coup, il va prendre des modules complémentaires dans d'autres disciplines. Donc on peut faire une spécialisation, c'est comment ça marche? C'est un système de majeur, mineur, etc. en gros? Oui, en gros, ils ont 14 électifs à prendre, et celui qui se spécialise prend au moins 8 électifs dans la même discipline. Question suivante pour le coup, et on parle d'entrepreneuriat. Les Progeco peuvent donner des entreprises réelles. J'aimerais beaucoup créer mon entreprise. Alors déjà, Progeco, de quoi on parle? Alors Progeco, c'est un module que nous avons en deuxième année qui nous permet de partager un... Donc c'est quoi? On a une passion, on a envie de monter un truc? Comment ça c'est En fait, quoi exactement? non, tout simplement, donc c'est un module obligatoire où les étudiants doivent pendant 1 an encadrer, avoir une association. Donc participer à une association. Donc on est organisé avec un bureau, donc président, vice-président, trésorier, secrétaire, des membres qui font partie de pôle, donc pôle partenariat, pôle communication, etc. Donc ça nous permet donc de tenir une association pendant 1 an. Et donc à objectif caritatif, solidaire, humanitaire. Donc en fait, Progeco, c'est simplement faire partie d'une association et s'intégrer dans le cursus. Ouais. Obligatoirement. Oui, et il y a des cours qui vont aider le jeune à monter, entre guillemets, son Progeco qui va soit se réaliser ou soit qui va servir aux prochains étudiants qui prendront la suite dans ce Progeco. Je précise qu'en deuxième année, c'est un projet de communication à vocation humanitaire et en troisième année, les jeunes travaillent aussi sur un projet de communication, mais là à vocation entrepreneuriale. Donc là, on est plus sur un côté vraiment business, etc. Alors là, pour le coup, alors c'est le sens de cette question, si j'ai bien compris. En troisième année, quand on crée, est-ce que ça peut vraiment donner des vraies entreprises derrière ou est-ce que on reste encore dans la simulation avec, on fait un business plan histoire de... On a des jeunes qui, justement, après, vont pour créer des entreprises. On a un incubateur aussi à l'IESEG et qui aide actuellement des jeunes à développer leur entreprise. Et ça part d'une petite idée qui peut être une idée associative et puis... Ensuite, ça grossit. Globalement, un incubateur, comment est-ce que vous aidez les étudiants? Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quoi un incubateur? Je sais pas, je suis étudiant en terminale. C'est un dispositif qu'on met en place pour aider des étudiants, des jeunes diplômés ou des étudiants IESEG à monter une entreprise. On en a 3 sur l'île et 2 sur Paris. J'ai plus leurs actions, leurs titres en tête. L'idée, c'est de les aider à travers des professeurs qui sont, entre guillemets, spécialisés sur le développement d'une entreprise et la création d'une entreprise, à faire vivre leur projet pour qu'ils deviennent une petite entreprise en fait. Donc on a des locaux à leur disposition, ils ont une petite formation qui leur est dédiée, etc. Je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que je viens à l'IESEG pour faire de l'entrepreneuriat? Oui, on peut. On peut. Si on souhaite, on peut. On a beaucoup d'aide à propos. Donc voilà, Progeco, on a des cours de gestion d'associations qui peuvent nous servir pour des gestions d'entreprise. On a l'incubateur, on a le master entrepreneuriat. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que souvent, il y a certaines écoles qui vraiment jouent ce créneau-là à plein les ballons, et du coup, on le voit, c'est quelque chose, il y a une espèce d'ambiance, cette espèce d'esprit entrepreneurial, on les voit, ça bouge, chacun a des projets, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on sent à l'IESEG ou pas? On reste généraliste, donc il y a tout type de personnes qui veulent faire tout type de master, mais il y en a beaucoup, effectivement, qui veulent faire de l'entrepreneuriat, et qui sont rentrés à l'IESEG aussi pour ça. Donc. Je trouve que ça se développe beaucoup. Depuis 2-3 ans, on voit vraiment... Mais ça veut dire que tout le monde y touche un petit peu? Je veux dire, est-ce que petit à petit, vous leur mettez des cours d'entrepreneuriat dès la première année ou est-ce que c'est vraiment seulement pour ceux qui veulent... Non, ils n'ont pas des cours d'entrepreneuriat dès la première année. Là. On arrive vraiment sur du master. Est-il possible de partir à l'étranger pour un semestre pendant le bachelor? Alors, à l'IESEG, on peut partir en échange universitaire en 2e année, en 3e année et en master. Est-ce qu'on peut faire les 3?
Non, si on part en deuxième année, on peut repartir en quatrième année. Mhm. Si on part en troisième année, on peut repartir en cinquième année. Mhm. Mais on passe pas 5 ans à l'IESEG à l'étranger, sinon la valeur du diplôme, Ça pourrait être intéressant, justement. Non je suis un peu sceptique sur des formations où on passe tout notre temps à l'étranger. Et après, il y a quand même on a un savoir-faire à l'IESEG avec un corps professoral de haut niveau, et on a tout un dispositif d'accompagnement ciblé pour nos étudiants. Donc il faut quand même qu'ils passent un peu de temps dans nos locaux. On imagine quand même qu'il y a une sélection qui s'opère. Je veux dire, pour partir à l'étranger, quiconque veut partir peut partir, mais est-ce que je peux partir à l'endroit où je veux? Pas forcément, puisqu'il y a une carotte qui est le classement académique. C'est-à-dire qu'en première année, tous les premières années ne veulent pas partir en échange universitaire en deuxième année. Sur la promo de 500, il y en a peut-être que 200 qui vont vouloir partir. Ça fait déjà bien. Le classement va s'opérer sur les 200. Et bien évidemment, celui qui est le premier, il va avoir le choix du roi. Et les derniers, ils prendront peut-être ce qui reste, ou ils prendront une autre stratégie qui est ah bah tiens, j'ai pas suffisamment bossé cette année pour partir l'année prochaine. Je bosse encore et je vais cartonner pour partir après en troisième année. Mais je veux dire, globalement, il y a des cohortes entières de déçus, ou est-ce que il y a des déçus, mais il y a aussi des heureux qui ne pensaient pas avoir certaines destinations et qui ne pensent pas avoir la destination, mais qui l'ont eu au final. Donc voilà, je pense qu'il faut travailler, il faut être motivé pour le faire, et on y arrive. On peut partir en tout 2 fois, un semestre. Une année complète. Une année complète. Est-ce qu'on peut partir l'un après l'autre? C'est-à-dire, c'est une année complète? Est-ce que passer la 3e année et la 5e année complètement à l'étranger? Alors, ça va être une année dans le cycle bachelor et un semestre dans le cycle master. Donc, en 2e ou en 3e année, on peut partir on est obligé une année entière? Non, ça peut être 6 mois ou 1 an. Ok. Donc, c'est 6 mois ou 1 an en 2e et 3e année. Et en master, 6 mois uniquement. On passe à la question décalée. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Question décalée que voici. Il reste quoi du côté catho de l'IESEG? Elle est décalée cette question. Décalée. C'est vrai que l'IESEG fait partie du réseau des universités catholiques, notamment la Catho de Lille. C'est comme dans votre ADN. C'est notre ADN. On partage des valeurs, on partage des locaux, on partage des ressources avec la Catho. Donc ça reste... Concrètement, mais les valeurs, ça veut dire quoi? On voit des soutanes passer régulièrement dans l'école, ou est-ce que c'est... Non, j'en ai encore jamais vu dans les locaux de l'IESEG. Mais je pense que l'avantage, c'est que ça nous permet, quand il y a des réunions, des fois des réunions où les écoles qui sont dans l'Université catholique de Lille, on échange sur nos processus, on échange sur nos différentes approches pédagogiques, sur notre soutien aux étudiants, etc. Ça nous aide à avancer et ça passe par l'Université catholique de Lille. Ok, donc c'est plus un échange entre professeurs, je veux dire, les étudiants n'en voient pas la couleur. À Paris, beaucoup moins qu'à Lille. Puisque à Lille, ils ont des locaux en commun, ils ont la bibliothèque, si je me trompe. Les terrains de sport, etc. Nous, à Paris, on voit moins le côté de la Catho, mais par exemple, si on souhaite emprunter un livre à la bibliothèque, mais qui n'est pas à Paris, on peut demander à Lille. Donc on a quand même accès d'une certaine manière à un certain nombre de... Voilà, c'est ça, on a les infrastructures, par exemple la bibliothèque numérique en réseau, elle est accessible pour tous nos étudiants. Quel est le salaire de sortie? Franchement, on est payé comme un poste prépa. Alors, question intéressante. Oui, alors l'employabilité, j'en parlais tout à l'heure. On a 80% de nos jeunes qui sont embauchés alors qu'ils sont pendant leur stage cadre et ils commencent avec un salaire moyen de 34 000 € à l'année. Donc c'est plutôt pas mal. On a de plus en plus d'entreprises puisque les entreprises nous contactent maintenant assez facilement pour des positionnements dans les stages, etc. Et on a de plus en plus d'entreprises qui nous disent « Maintenant, je prends un IESEG autant c'est vraiment un retour que vous avez parce que pour le coup, souvent les entreprises, en tout cas les françaises, ont encore dans l'inconscient cette espèce de côté du on a cravaché pendant 2 ans, on a des méthodes de travail de malade et même si après on a moins travaillé, globalement il y a cette espèce de c'est la voie royale quoi. Est-ce que c'est encore vrai au niveau des entreprises? C'est quoi les retours que vous avez, Céline? Moi je pense que ça change vraiment puisque j'ai eu notamment une entreprise au téléphone en début d'année qui me disait moi maintenant je prends autant un IESEG qu'un HEC ou qu'un ESSEC parce que... C'est à ce niveau-là que vous vous positionnez parce que c'est pas les mêmes salaires qu'ils ont, salaire de sortie Alors c'est vrai que nos IESEG ils n'ont pas encore tout à fait les mêmes salaires qu'un HEC ou qu'un ESSEC mais l'entreprise me disait qu'elle aime ce côté
côté un peu justement ce dynamisme, ce côté punchy de l'IESEG et ce côté allez on tente et on n'est pas... je pense qu'on a de la chance encore de ne pas être ultra formaté dans le monde de l'entreprise et c'est ça qui plaît aux recruteurs. Question pour toi justement à propos de la prépa. Est-ce que tu as hésité ou pas? Prépa, post-bac? Je me suis présentée à certaines prépas, mais en discutant avec les étudiants de l'ESSEC, des étudiants de prépa, etc., j'ai vite compris que c'était pas vraiment fait pour moi. J'ai vraiment en fait, aimé le côté école de commerce, en particulier l'IESSEC, parce que j'avais pas le profil scolaire. J'étais pas du tout scolaire et j'aimais pas vraiment les matières du lycée. Donc quand je suis arrivée à l'IESSEC, voilà, il y avait des cours... Donc il y avait des cours d'économie et de mathématiques, certes, mais à côté de ça, on avait des cours beaucoup plus intéressants comme Business Exploration, par exemple, où on nous a parlé de toutes les possibilités de métiers dans l'entreprise. Enfin, tous les domaines comme la finance, la comptabilité. Voilà, on a étudié toutes ces filières la première année pour découvrir tout ce Donc qui se passe. pas de regret, prépa ou quoi que ce soit? Aucun regret, c'est vraiment, on est encadré, on a des matières concrètes qui s'appliquent directement dans pour notre futur métier, qui s'appliqueront. Non, j'ai vraiment aucun regret. Voilà. Et puis comme c'est un diplôme en 5 ans, on est à la sortie, on est sûr d'avoir notre diplôme. Question suivante. En termes de contenu, de cours, quelle est la différence majeure entre le programme Grande École et le Bachelor en International Business? Est-ce qu'on peut commencer en Bachelor International Business et rejoindre le Master après? Un peu de questions pour vous, Céline. Oui. Parce que c'est vrai qu'à l'IESSEG, on a bien évidemment le programme Grande École qui est notre principale offre de formation, mais l'IESSEG s'est diversifié depuis quelques années avec des masters spécialisés et un Bachelor in International Business que l'on lance à la rentrée 2015. Donc, il y a deux profils. On est là pour un cursus en 5 ans avec des études assez longues, 5 ans, avec 3 années fondamentaux et 2 années de spécialisation. Le Bachelor, c'est plus un programme court en 3 ans. On est plutôt orienté technique, business, donc c'est pas tout à fait le même profil de candidat. Par contre, un jeune qui est en bachelor pourra tout à fait postuler par le biais d'un concours pour entrer dans le master Grande École. Et donc en fait, il passe par le concours comme s'ils étaient dans un autre bachelor ou dans une autre formation ou quoi que ce soit. Exactement, il repassera le concours. Donc c'est possible, mais on peut passer le concours. Oui. Globalement, en termes de typiquement, voilà, contenu de cours, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre l'un et l'autre, ou est-ce que c'est simplement une question d'approche? C'est vraiment une approche, on est plus sur une approche terrain sur le Bachelor International Business, parce qu'en 3 ans, on peut pas déployer en 3 ans ce qu'on fait en 5 ans. Évidemment. Donc il y a des choix, il y a eu un arbitrage qui a été fait. On est vraiment plus sur des cours, beaucoup de cours sur Intercultural Communication, le business, en France, à l'étranger, etc. On est plus sur des cours techniques que dans le programme Grande École où là on a quand même le temps de faire plus de choses. Et donc, mais je veux dire, le programme est pensé pour être fait en 3 ans. Donc évidemment, on va faire énormément... L'objectif du bachelor, c'est après l'insertion professionnelle. Quand on va sur votre page du concours accès, toutes les phrases commencent par notre dynamisme. Vous avez quoi de si dynamique à l'IESSEG? C'est en plus que c'est quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit dynamisme. Ouais. C'est ce que les entreprises retiennent, c'est le dynamisme. Oui. Et moi, si je devais définir l'IESSEG, je définirais l'IESSEG comme ça. Qui vous fait dire ça? Parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'écoles qui nous disent oui, nos étudiants sont très dynamiques. Vous n'avez pas une école qui vous dira non, nos étudiants sont endormis. Donc, et très concrètement, comment est-ce que vous voyez ce dynamisme à l'IESSEG tous les jours? Il y a parfois des étudiants qui sont endormis en cours, ça arrive. Ils ne sont pas tous dynamiques à 8h du matin. Mais je pense que cette impulsion, elle vient vraiment de notre directeur général, qui est quelqu'un de très dynamique et qui vraiment booste les équipes dans sa vision qu'il a de l'école. Et c'est lui qui a mis en place en 1978 le modèle en 5 ans, le modèle bachelor en 3 ans et master en 2 ans. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place en 1978 et aujourd'hui, c'est repris par de nombreuses institutions. Donc, il y a cette espèce de dynamisme que moi, je qualifie comme ça et dans lequel je me retrouve complètement. Donc, les étudiants ne sont pas tous dynamiques, ils ne sont pas tous à 2000 volts, mais je
Je trouve que dans les équipes, même au niveau des collègues, le dynamisme, il passe par cette facilité justement de mettre en place des choses, de créer des choses. On a un conseil d'étudiants où ils nous posent des questions et ils nous disent oui, on voudrait mettre en place ce serait bien de mettre en place des cours sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Bah, boum, on crée un master, une filière en innovation et entrepreneuriat. C'est quelque chose que tu as senti, toi, Alix, pour le coup? Je veux dire, ce côté dynamique ou pas? Parce que j'imagine quand même que tu n'as pas postulé à une seule école, que tu n'as pas visité une seule école, tu as dû faire ton petit panel, tu as dû te poser la question avant. Oui, effectivement. Est-ce que ça t'a vraiment... Déjà aux journées portes ouvertes, oui. Ça m'a tout de suite marqué que les étudiants étaient dynamiques. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait les cours, ils étaient dynamiques en cours, ils avaient des cours, ça les intéressait. Mais à côté de ça, il y avait aussi le côté associatif qui était important. Voilà, ils font des stages, ils bougent, ils ont envie de créer des choses et on le ressent tout de suite en fait. C'est vrai que quand je suis venue journée porte ouverte, avec les centres d'études, on a beaucoup parlé donc des cours qui sont enseignés. Il y en a beaucoup qui sont enseignés aussi de manière assez ludique. Par exemple, je pense à un cours que j'ai en seconde année, en deuxième année, voilà, où on fait des petits jeux de concentration, etc. Tout en... donc le cours est technique de vente, voilà, tout en vendant des choses, on se filme, on se voit, on regarde ce qui ne va pas. Voilà, c'est de manière très ludique et je pense que ça contribue au dynamisme de l'école aussi. Vous posez des questions bizarres lors de l'entretien. J'imagine que c'est l'entretien de motivation du concours. On imagine. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je peux vous donner un exemple ou deux, justement. Par exemple, je vous donne 100 000 euros. Demain, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Je m'en fiche de ce que le jeune va dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont il va réussir à me convaincre de ce qu'il dit. S'il me dit je m'achète une Ferrari parce que depuis que je suis petit, j'adore les Ferrari et je fais une collection et voilà, très bien. Il ne va pas avoir zéro parce qu'il veut une Ferrari. Je ne vais pas lui demander de donner tout à l'UNICEF. C'est vraiment la façon dont il va se défendre. Donc c'est la manière de se défendre. Je ne sais pas, vous ne formez pas des avocats quand même. Donc Non, mais justement, ça rejoint cette espèce de dynamisme que j'aime beaucoup. Ça passe à travers toutes ces petites questions. Ok, donc ça peut passer. Donc généralement, quand on pose ce genre de petites questions, c'est plutôt bon signe, non? Enfin, je veux dire, c'est quand on se met à chercher des trucs un peu bizarres, c'est qu'on a fait le tour de la motivation et de la cohérence du parcours. Vous n'allez quand même pas les attaquer en première ligne comme ça. Qu'est-ce que vous faites avec 100 000 euros aussi? Non, mais ça dépend des jurys. Il y a des jurys, chacun sa personnalité, donc chacun ses questions. Ils ont une grille d'évaluation, mais après ils ont... Alors justement, vous allez bien la partager un petit peu avec nous, cette grille d'évaluation. Ça reste un concours, donc si je dévoile tous les secrets du concours, ça ne sert à plus rien que je fasse une sélection. Si, justement, on pourra se préparer. C'est sur quoi que vous allez nous noter? Objectivement, c'est quoi les 2-3 grands axes sur lesquels vous notez? Il y a quand même les connaissances. À l'entretien? Oui, il y a on arrive quand même avec un espèce de bagage de connaissances. Alors, on n'est pas obligé de connaître toutes les œuvres littéraires du XXe siècle, toutes les peintures, tous les artistes, mais il y a quand même une certaine culture à avoir. Ça veut dire quoi? Si je ne sais pas placer le siècle de Molière, je risque d'avoir des problèmes? Non, pas du tout. Non, mais la culture, elle passe par des questions basiques. La motivation, c'est très important. Et puis la communication aussi, la façon dont le jeune il a d'échanger avec nous, ça peut nous dévoiler plein de choses sur sa personnalité. Vous avez une grille de notation communication et vous notez les arguments qui sont donnés, de la manière dont ils sont, s'il y a une bonne élocution par exemple, ou si on met ses mains sur la table. Non mais je veux dire, typiquement c'est le genre de choses que vous notez. La communication verbale et non verbale, elle fait partie de l'entretien, oui. Donc évitez de vous affaler sur votre chaise, si vous pouvez vous tenir droit c'est mieux quoi, en gros. C'est comme un entretien de recrutement. Ton entretien, comment s'est passé? Tu l'as bien vécu, oui, non? Oui, très très bien. Je suis arrivée, en fait, on a tout de suite commencé à dialoguer avec le jury. C'était vraiment pas dans une perspective de stackage comme dans certaines écoles où j'ai pu entendre. C'était vraiment un dialogue avec les professeurs. Ils ont appris à me connaître, pourquoi j'étais là. Tout simplement, pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je pourrais leur apporter, qu'est-ce qu'ils pourraient m'apporter à moi. Et pourquoi tu étais là, justement? C'est quoi que tu leur as dit? Alors moi, ce que je leur ai dit, c'est que je voulais vraiment des matières concrètes parce que, comme je vous ai dit, je suis pas scolaire, donc je voulais des matières concrètes qui soient directement dans le vif du sujet. Je voulais aussi un accompagnement personnel avec des cours de théâtre, de créativité, des cours de sport, etc. C'était tout un encadrement de l'élève et tout un développement une aide au développement personnel qui m'enchantait. Et voilà, donc c'est tout un... Voilà, je leur ai dit beaucoup de choses. Que moi, j'étais contente d'être là, que je voulais aller dans leur école.
passe. Quelque chose, ça peut suffire, ce genre de choses, tout simplement. Je veux dire, voilà, je suis très motivé, je sais absolument pas ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Mais voilà, je suis dynamique, j'ai envie de bouger, c'est assez général, donc ça me permet de... Il ne demande pas d'avoir un projet professionnel précis. Il n'y a vraiment pas de... Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent en étant hyper préparés et entre guillemets, c'est un peu... Ils sont trop préparés maintenant. Et du coup, ils arrivent, ils débitent leur petit discours et bon, bah, on les laisse dire. Et après, nous, on va dans le vif du sujet. L'objectif, c'est de savoir qui est le jeune, avec ses forces et ses faiblesses. Il n'y a pas de stéréotype. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment un échange. Et c'est ce que je dis aux membres du jury. On est là pour échanger avec le jeune. À propos de Molière, justement. Quelle place pour la culture générale dans votre école? Eh bien, ça passe par... Est-ce qu'il y a des cours de culture générale ou pas? Et je suis en train de réfléchir au sens justement... propre du terme, non, mais on a des cours d'art, par exemple. Des cours d'art? D'art. C'est une école de business, je veux dire, on apprend à faire du business, on apprend Oui, pas mais à c'est une peindre, forme hein. de culture générale, c'est une forme d'ouverture. Ça sert à quoi? Ça veut dire concrètement, toi, ça te sert vraiment Ça a augmenté ma culture générale, justement, on allait visiter le Louvre, on a appris beaucoup de choses, sur l'histoire aussi, du coup. Enfin, je sais pas, moi j'ai envie de faire du marketing, j'ai envie de faire de l'argent, je suis pas là pour apprendre l'histoire de l'art, donc... je rajoute un peu de mauvaise foi exprès. Hein, Mais oui. Oui. Non mais je veux dire sérieusement, est-ce que c'est vraiment un complément à notre formation. Effectivement, ça va pas être la base de notre formation, mais ça va être un complément et ça va nous servir aussi tous les jours. C'est vraiment c'est la culture générale. Après, on peut se demander à quoi sert la culture générale aussi. La culture générale, elle aide vraiment à développer son esprit créatif. Et ça passe par les cours d'art, ça passe par des ateliers de pratique artistique, ça passe par le théâtre, ça passe par aussi l'histoire européenne, ça passe par tout ça. Question suivante, qui va arriver dans un instant. La voici. Le fait d'être boursier du Crous réduit-il les frais de scolarité? Avez-vous d'autres bourses? Si oui, combien et comment sont-elles données? Je vais laisser répondre. Alors, les bourses. Les bourses, effectivement, il faut savoir que la scolarité à l'IESEG est environ de 9 400 € l'année, donc par an pendant 5 ans, ce qui fait un certain budget. Donc les étudiants qui sont boursiers du Crous, ils bénéficient d'une réduction de départ. Nous avons un dispositif qui essaye de se développer un peu plus, mais principalement, on a des prêts à taux zéro qu'on propose à nos étudiants. L'IESEG se porte caution aussi. Donc l'école se porte caution pour les étudiants pour des prêts à taux zéro. Pour la totalité de la scolarité. Oui, on a des partenariats avec certaines banques à ce propos. On a aussi mis en place un IESEG Job où on embauche, nous, ponctuellement pour des petites missions dans différents services. On l'a fait pour le service des admissions, pour tous les services. On embauche parfois des étudiants pour quelques heures, quelques jours, quelques mois. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ça, pour le coup? Parce que je veux dire, une scolarité à 9 500, etc., sur 5 ans, ça pique quand même. Ça les aide, et puis c'est vrai que c'est un investissement, mais ils ont quand même un retour sur investissement assez vite, puisqu'ils ont un taux d'embauche assez important, avec des salaires qui sont plutôt pas mal, à 22, 23 ans. Donc c'est sûr qu'il y a un investissement de départ. Est-ce qu'il y a des bourses, je veux dire, proprement parlé, je veux dire, hors Crous? On a une fondation IESEG et dans laquelle on collecte des fonds qui viennent d'entreprises, qui viennent de particuliers qui font des dons, etc., qu'on utilise pour les étudiants en difficulté. Et chaque année, en début d'année, on a aussi une commission qui se réunit sur les dossiers difficiles et qui statue sur des réductions pouvant aller jusqu'à la moitié, 50%. Donc si on a vraiment des difficultés, il y a des dispositifs qui sont possibles, il faut se renseigner dessus. Oui, il faut surtout nous contacter pour qu'on vienne les aider. À propos justement, financement, question suivante. À partir de quand pouvons-nous faire de l'alternance? À l'IESEG, nous avons un master en apprentissage dans 2 filières, audit, contrôle de gestion, finance d'entreprise et marketing, e-commerce et distribution. Donc c'est dans ces 2 filières et dans ces filières uniquement qu'on peut faire en apprentissage? Exactement. L'avantage de l'apprentissage étant quand même de financer les frais de scolarité. Exactement, c'est l'entreprise qui paye. Le jeune fait 1 semaine de cours, 3 semaines en entreprise pendant 2 ans. Globalement, est-ce que c'est difficile à avoir ou pas? Est-ce qu'on se bouscule au portillon et on se tire la bourre? Oui, parce que nous avons 26 places par filière et nous avons 2 filières. Et il y a combien de personnes qui demandent?
Est-ce qu'on est à le double qui demande et c'est vraiment difficile? Je veux dire, en gros, Oui. si je fais le calcul de me dire je vais à l'IESEG en me disant qu'au moins les 2 dernières années, je ne payerai pas parce qu'il y a une entreprise qui prend en charge, est-ce que je peux vraiment compter dessus ou est-ce que ça va être vraiment chaud pour l'obtenir? Ça va être difficile parce qu'il n'y a que 26 places. Bien. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On vous laisse un mot de conclusion. Dernière chose qu'on doit absolument savoir. Alix, dernier mot sur l'IESEG. L'IESEG donc, est une école que je recommande vivement parce qu'elle encadre les élèves, elle nous permet d'aller à l'international. C'est un programme cohérent sur 5 ans. Voilà, on entre dans l'école, on sait que dans 5 ans, on aura un diplôme valable, reconnu. Donc, voilà. Ok, donc si c'était à refaire? Totalement. Céline, dernier mot? Je dirais, je ne vais pas reparler de dynamisme, mais déjà, c'est dit ce mot-là. Ce qui est bon à l'IESEG, c'est ce melting pot, ce brassage des cultures, ce brassage des méthodes de travail qui nous permet d'être dans un environnement vraiment sympa. Et je pense que quand on se sent bien dans un environnement, on s'épanouit et c'est ce que La majorité des étudiants font? Confirmé, Alix? Je confirme. Oui, ils ont l'air bien. Ils ont l'air en bonne forme. J'ai vu des personnalités se changer et s'épanouir pleinement en arrivant à l'IESEG. On reste sur cette note positive, épanouissement. On vous remercie d'être venues toutes les deux et on remercie Martha aussi. Merci. Et merci à l'ensemble des gens qui ont posé des questions. Merci à vous. On vous dit à bientôt sur Campus Channel.